Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indes radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, c'est une nouvelle semaine de mobilisation sociale qui s'annonce. Un nouvel appel à la mobilisation a été lancé par les syndicats pour la journée de demain. Des syndicats reçus cet après-midi par Agnès Buzyn et Jean-Paul Delevoye. Avant qu'Édouard Philippe ne détaille le contenu de la réforme, ce sera mercredi à midi. On parle de tout ça avec la sénatrice Les Républicains de l'Essonne, Laure Darcos. Elle est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous serons dans l'Yonne pour voir les initiatives des territoires en matière d'écologie, puisque, vous le savez, a lieu en ce moment même la COP25. Et puis enfin, dans le Club des territoires, quelle est la marge de manœuvre du gouvernement pour sortir de cette crise et du conflit sur la réforme des retraites? On en débattra. Mais avant cela, voici les autres informations de ce lundi 9 décembre. C'est donc une nouvelle journée de galère pour les usagers des transports. Les cheminots restent très mobilisés contre la réforme des retraites. Le trafic reste donc très perturbé ce lundi. Un train sur 5 pour les TGV transiliens, 3 TER sur 10 et 10 lignes de métro fermées à Paris. La SNCF vous demande de ne pas vous rendre en gare pour des questions de sécurité. Et en pleine mobilisation contre la réforme des retraites, un oubli gênant pour Jean-Paul Delevoye. Selon Le Parisien, il a oublié de mentionner sa fonction d'administrateur au sein d'un institut de formation de l'assurance. Je le reconnais, j'ai fait une erreur, dit-il. S'il y a incompatibilité, je vais rectifier cela et démissionner de ce mandat exercé de façon extrêmement faible. Et puis c'est aujourd'hui qu'on connaîtra le délibéré dans le procès de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon et 5 de ses proches poursuivis pour rébellion, provocation et acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire suite à la perquisition houleuse au siège de la France insoumise. 3 mois de prison avec sursis et 8 000 € d'amende sont requis contre Jean-Luc Mélenchon. L'Essonne siège dans le groupe Les Républicains. Bonjour Laure Darcos. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va bien sûr parler de cette mobilisation contre la réforme des retraites. Nouvelle journée de galère annoncée dans les transports et particulièrement en Île-de-France. La SNCF qui a appelé à ne pas se rendre en gare. Est-ce que vous redoutez une pagaille, voire des incidents sur les quais et dans les trains? Bien sûr, on redoute toujours ça parce que malheureusement, il y a des gens qui sont obligés d'aller travailler. Moi, dans l'Essonne, c'est vrai qu'on a 3 lignes de RER, la B, la C et la D, qui sont déjà quotidiennement, sans problème de grève, totalement saturées. Là, je ne sais pas comment ça va pouvoir se passer. Et nos routes ne sont pas non plus extensibles. Moi, c'est vraiment la première chose que je voudrais dire, ce qui me met en colère, vraiment ce matin, c'est de me dire que ce sont les personnes qui ont la sécurité de l'emploi, je ne parle même pas des retraites, mais qui ont vraiment de la sécurité de l'emploi et qui vont empêcher ceux qui, eux, risquent leur emploi et leur vie, enfin leur job au quotidien, que ce soit les commerçants, les artisans, les professions libérales, qui vont galérer toute la journée pour aller travailler parce qu'eux, ils n'ont pas le choix et qui peuvent perdre leur situation. Je ne parle même pas des étudiants qui sont en période d'examen et qui vont galérer aussi. C'est quand même pas une situation très sympathique quand vous êtes obligé de vous lever à 5 h du matin et de redouter d'arriver en retard. Donc pour vous, ce sont les salariés de la fonction publique qui pénalisent ceux du privé et ceux qui ont des emplois précaires? Je ne vois pas pourquoi à chaque fois ce sont ceux-là qui sont pris en otage. Je veux dire, ils peuvent être mécontents. Je peux comprendre que lorsque vous entrez à la RATP ou à la SNCF avec une grille en fait d'annuité et ce que vous allez, enfin, votre âge de départ à la retraite, etc. Bon, tout ça, je peux le comprendre. Mais on peut aussi comprendre qu'il faut plus d'équité. Ça n'est pas normal que un personnel roulant de la SNCF ou de la RATP gagne, 2 fois plus que dans le privé. Enfin, je dirais, à un moment donné, on ne va pas pouvoir continuer comme ça, et pour la génération suivante, mais également pour nous. Enfin, aujourd'hui, on sait que ça n'est pas possible. C'est une dette. La réforme des retraites telle qu'elle est présentée par le gouvernement, en tout cas de ce qu'on en connaît?
Écoutez, c'est un flou artistique quand même assez inquiétant. Je pense que c'est ça aussi qui est anxiogène. Le jour où le gouvernement va annoncer l'architecture, comme l'a dit le Premier ministre, ça sera différent. Souvenons-nous de 95. Au moins, Alain Juppé avait présenté sa réforme à la tribune de l'Assemblée nationale et les gens avaient manifesté ensuite leur mécontentement sur un texte, sur une proposition. Aujourd'hui, mais on a un gouvernement qui a passé son temps à dire le tout et son contraire. Moi-même, je suis plus capable de vous dire si ça va être l'âge légal qu'ils vont décider, si on va vraiment avoir ce système à points, si c'est le nombre d'annuités, enfin, le nombre de trimestres, on n'en sait rien. Alors, Édouard Philippe sortira du flou mercredi. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce discours du Premier ministre? Qu'est-ce qu'il doit dire pour vous? Moi, j'attends qu'il ne lâche pas sur les régimes spéciaux. Et je sais que c'est dur. Là-dessus, je pense que d'ailleurs, nous serons, même notre groupe, totalement derrière eux. Ça va être du coup très difficile parce que je pense que c'est ça qui arc-bouterait les syndicats et on risquerait d'avoir encore une grève très très dure. Mais les autres gouvernements successifs depuis 20 ans, 30 ans ne l'ont pas fait. Et du coup, j'ai l'honnêteté de reconnaître que ça a été reculé en permanence. Mais je vous le dis, honnêtement, là-dessus, je pense qu'on ne peut plus y échapper. Alors, il faut les supprimer, hein, si on vous entend. Est-ce qu'il faut faire des concessions sur la manière dont on les supprime? Est-ce que la transition doit être progressive? La transition doit être progressive, ça c'est évident. Mais moi, la clause du grand-père, par contre, je ne veux pas en entendre parler. Enfin, je veux dire, j'ai 50 ans, je ne peux pas imaginer qu'on va repousser cette réforme des retraites à dans 40 ans. Enfin, je veux dire, on sait très bien que tout ça va être un peu compliqué. Pourtant, c'est une piste envisagée par Valérie Pécresse, hein, que vous soutenez, de n'appliquer cette réforme qu'aux nouveaux entrants. Elle fait une erreur, selon vous? Elle le disait plutôt sur les retraites. En fait, vous savez, donc, le fait d'arriver à une retraite universelle, elle disait plutôt la progressivité pour ramener en fait les 40 systèmes de retraite différents en les uniformiser. C'est plutôt là-dessus qu'elle disait que ça doit être progressif. Je ne l'ai pas entendu sur les régimes spéciaux être, entre guillemets, donc, aussi... En fait, il fallait faire des concessions sur cette réforme. Oui, il fallait peut-être ne l'appliquer. Par contre, non, mais là-dessus, elle a raison, il ne faut pas trop braquer. Comme de la même façon, je trouve que la proposition de Xavier Bertrand ce week-end d'essayer de proposer, enfin, de demander au gouvernement un simulateur par activité, hein, et même, j'allais dire, par citoyen français, je trouve ça assez intéressant parce que peut-être qu'on lèverait des incertitudes, des anxiétés sur certains secteurs d'activité, et au contraire, on se rendrait compte qu'il y a encore une injustice sur tel ou tel autre. Mais vraiment, enfin, honnêtement, le coût de la pénibilité, moi, à ce moment-là, honnêtement, par rapport à un roulant aujourd'hui dans la SNCF, alors moi, je demande que les agriculteurs soient payés le double ou le triple, hein. Vous vous souvenez quand, il y a 2 ans, on avait appuyé une proposition de loi de mes collègues communistes pour revaloriser les retraites des agriculteurs à 80% du SMIC. On est quand même très, très, très loin de la retraite d'un roulant à 52 ou 55 ans. Voilà, donc tout ça, ça n'est plus possible. Donc je leur demande de la fermeté là-dessus, de la clarté. Je n'ai absolument pas compris, là aussi, il y a eu des allers-retours sur l'histoire du point retraite. Je ne sais plus quel est le membre du gouvernement qui a dit que le point serait définitivement ancré sur sa valeur. Non, un point retraite, justement, ça va être en fonction de la richesse du pays. Ça veut dire que vous ne voulez pas qu'il baisse à un moment ou à un autre si on a une nouvelle crise. Mais exactement. Ou en tout cas, le gouvernement ne peut pas se permettre d'avoir la certitude qu'il sera cranté. Ou alors, à ce moment-là, il faut m'expliquer comment. Mais voilà, donc je leur demande surtout de la clarté. Et puis, peut-être la solennité, en allant devant les Français, en disant, voilà, honnêtement, aujourd'hui, on ne peut plus aller plus loin. On creuse ce déficit d'année en année. Je vous demande d'être avec nous. Ça va être difficile, jusqu'à Noël, peut-être encore un mois de plus. Moi, je regrette, à titre personnel, j'ai vécu la grève de 95, j'ai appris à faire du roller pendant cette période-là. Donc, j'allais en roller au travail. Je pense que si on avait tenu un trimestre de plus, c'était dur, hein, c'était quand on continuait en janvier, février, mars, peut-être que les syndicalistes auraient Vous dites cédé. à Édouard Philippe de ne pas faire comme son mentor Alain Juppé, de ne pas lâcher? Je pense qu'il faut en effet pas lâcher, voilà, mais on verra bien.
L'autre sujet, c'est une phrase qu'a dit, en tout cas le Figaro cite Jean-Paul Delevoye ce week-end, qui dit « On voit bien que sur un certain nombre de principes d'universalité pour tous, la fin des régimes parlementaires et des régimes spéciaux, il y a un soutien populaire ». Qu'est-ce que vous pensez du fait de mêler régime parlementaire et régimes spéciaux ? Alors, je peux comprendre, et sur les réseaux, on est très souvent attaqué. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes sur ce qu'on peut gagner ou pas gagner, ou même dans notre quotidien. Moi, je passe mon temps à voir des gens qui me disent « Ah bon, vous n'avez pas de chauffeur ? Vous n'êtes pas conduit quand vous sillonnez dans l'Essonne ?» Ben non. De la même façon qu'on m'a souvent dit « Mais votre mari, en tant qu'ancien ministre, a une retraite dorée. Vous n'êtes pas payé 1 centime d'euro quand vous avez été ministre. » Donc, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de fantasmes. Et je ne vais pas me cacher, bien évidemment. Pendant très longtemps, le régime parlementaire de retraite a été extrêmement gratifiant. On pouvait cotiser 2 fois. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et de la même façon, je pense qu'il faudra bien évidemment qu'on montre l'exemple. Et c'est le cas. Gérard Larcher l'a déjà souvent souligné, pour aller vers le régime universel et revenir en effet à un système sûrement plus équitable. Mais est-ce que ce genre de phrase n'est pas de nature à alimenter l'antiparlementarisme qu'on a beaucoup vu pendant la crise des Gilets jaunes? Je suis entièrement d'accord. Et je dois dire que ça n'est pas un hasard, je vais vous dire, qu'on a vu renaître quelques articles ces derniers jours. Là-dessus, c'est vraiment de la basse politique comme je la déteste, justement pour égratigner le régime, comme par hasard, simplement des sénateurs, à quelques jours du fait que dans le projet de loi de finances, on avait souligné l'augmentation du train de vie de l'Élysée. Je pense qu'on a des petits camarades qui ont été... Donc c'est le Sénat qui est clairement visé pour oui, vous ? Oui, je pense. Donc, mais je vais pas regarder ce qui se passe dans l'assiette du voisin, mais on n'a pas le même régime encore que l'Assemblée nationale, donc voilà. Mais tout ça... Je l'ai compris, je l'ai senti, et moi je suis la première à dire qu'on va devoir montrer l'exemple. Voilà. Mais est-ce que ça participe à une dégradation des relations entre le Sénat et l'exécutif ? Est-ce que vous la constatez, cette dégradation des relations ? Oui. Alors, on va dire que les sénateurs... On sent que le gouvernement nous trouve arrogants, empêcheurs de faire des réformes. C'est totalement faux. On demande juste un tout petit peu de considération, parce que très souvent, on travaille vraiment, vraiment en profondeur tous nos dossiers. Et souvenez-vous, l'année dernière... Je ne veux pas nous glorifier de ça, mais la crise des Gilets jaunes, on l'avait vue bien avant les autres. On avait alerté le gouvernement, on avait alerté nos amis parlementaires de l'Assemblée. Mais la gronde, on l'avait vu avec cette hausse de la CSG, avec l'augmentation du gasoil, avec le 80 km/h. On a eu raison avant les autres et c'est vrai que c'est dommage. On aurait préféré qu'on soit écouté. Donc en effet, oui, on sent ce décalage. Du coup, c'est toujours un peu compliqué, je peux vous dire, quand on fait passer des amendements, même en projet de loi de finances, on va sûrement y revenir, de se dire, est-ce qu'en CMP, en commission mixte paritaire, donc après quand les sénateurs et les députés se retrouvent, est-ce qu'on va avoir gain de cause? Parce que c'est vrai que le système du quinquennat est un système très présidentialisé, et donc on a toujours un peu l'amertume de me dire que des avancées importantes ne sont pas forcément reprises. Allez, justement, on va parler du travail du Sénat. Le Sénat qui examine justement ce projet de loi de finances pour 2020. On en parle avec notre journaliste parlementaire, Alexandre Poussard. Alex. Bonjour Ariane, bonjour Laure Darcos. Bonjour. Alors Alex, le Sénat a transformé l'ISF, l'impôt sur la fortune immobilière, en impôt... Le Sénat, je reprends, a transformé l'impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune improductive. Alors justement, comme c'est pas très clair, expliquez-nous tout, Alex. Et justement, Ariane, pour bien comprendre, on va revenir 2 ans en arrière, au moment de l'élection d'Emmanuel Macron. La première mesure phare d'Emmanuel Macron, c'est la suppression de l'impôt sur la fortune, l'ISF, pour créer l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. L'idée d'Emmanuel Macron et du gouvernement, c'est d'inciter les plus fortunés à investir dans les entreprises, dans l'économie, plutôt que dans la pierre qui est jugée improductive par le gouvernement. Mais la conséquence de cette loi aujourd'hui, c'est qu'il est plus rentable d'investir dans les bitcoins, dans les crypto-monnaies, d'acheter des diamants plutôt que d'investir dans l'immobilier. Et ça ne plaît pas à la droite du Sénat. Écoutez le sénateur Les Républicains, Roger Karoutchi. Vous croyez que le citoyen moyen, il s'intéresse au cours du diamant, des bitcoins, il veut un appartement pour sa retraite, il veut qu'on lui dise clairement les choses, qu'on ne le matraque pas dès qu'il a l'impression d'épargner pour ses enfants, pour sa retraite.
Et on lui dit, non, mais investissez. Mais vous parlez à qui? Vous parlez à qui? Mais qui dans la société, c'est 5%, c'est 2%. Mais il faut traiter tout le monde. Il faut que chacun se sente à sa place. Il faut que chacun se sente respecté. Il faut que celui qui épargne pour avoir un logement familial à Paris ou en Île-de-France ne se dise pas « c'est pas possible, je vais tomber sous le coup de l'IFI comme si j'étais coupable d'avoir épargné ». Mais où est-ce qu'on est ? Alors les sénateurs ont donc créé un nouvel impôt sur la fortune improductive. Cette fois-ci, il s'appelle toujours l'IFI. Les sénateurs n'ont pas changé de lettre, mais ils ont en revanche inclus d'autres valeurs improductives dans cet impôt. En plus de l'immobilier, les placements financiers seront taxés, les voitures, les yachts, les avions, et puis également les crypto-monnaies comme le Bitcoin. Mais ce nouvel impôt, il n'a pas du tout convaincu la ministre Agnès Pannier-Runacher qui défend l'impôt uniquement sur la fortune immobilière. Écoutez-la. Ce qu'on a fait, c'est une claire différence entre ce qui est la fortune immobilière et effectivement les autres classes d'actifs qui, in fine, visent à financer l'économie. C'est un choix de la simplicité, c'est un choix de l'efficacité. Aujourd'hui, on constate cette année qu'on a une augmentation de l'investissement dans les entreprises. Les crypto-monnaies ne constituent pas en soi des actifs qui sont improductifs. Bien au contraire. En plus, c'est probablement des activités qui sont créatrices de valeur pour la France, créatrices d'emplois, créatrices d'activités, qui sont un nouveau champ d'activité financier pour la place de Paris. Je crois que c'est pas du tout approprié. Et vous l'avez compris, pour le gouvernement, pas touche au Bitcoin. Le gouvernement continue de vouloir taxer uniquement l'immobilier, le foncier. Laure Darcos, est-ce que vous comprenez ce choix du gouvernement ? Non, je partage en effet complètement ce qu'a dit mon collègue Roger Carucci. Alors en même temps, la seule chose que je puisse comprendre, c'est que nous, on ne veut pas être taxés du coup d'avoir rajouté un impôt supplémentaire. Et en effet, c'était la crainte bien évidemment du gouvernement. Non, c'est simplement qu'on trouve là aussi qu'il y a une véritable injustice. Et ça, c'est dû notamment à leur méconnaissance du territoire. C'est vrai que moi, j'ai défendu dans la même veine, au même moment, un amendement sur le foncier agricole. Je veux dire, vous avez des gens qui investissent familialement ou même simplement pour leur retraite dans la pierre. Moi, je vois mon président de fédération du bâtiment qui est absolument désespéré. Quand on dit que c'est improductif, c'est totalement faux. Enfin, je veux dire, au contraire. Et ça a arrêté brutalement cette activité. J'allais dire, et c'est pas du tout une insulte, mais cette décision était au départ, quand on a transformé l'ISF en IFI, une décision de financier. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, on demande aux Français de placer dans des actions, des placements purement financiers. Ça n'est pas du tout la mentalité, en tout cas, des gens en province, hein, et je le comprends très très bien. Et donc, honnêtement, il y avait une véritable injustice. Après, on sait très bien que ça ne restera sûrement pas en l'état, mais c'était, j'allais dire, un amendement d'appel pour dire attention, vous faites fausse route par rapport à tous ces gens qui du coup ont placé dans la pierre et ou dans simplement des propriétés agricoles et qui du coup se retrouvent à être les plus taxés. On va parler d'un autre budget qui vous intéresse particulièrement, c'est le budget des solidarités, notamment celui de la lutte contre les violences faites aux femmes, Alex. Et oui, et les sénateurs ont remarqué que dans le budget 2020, il y a eu une baisse de 500 000 € des crédits de la lutte contre les violences faites aux femmes. Ils ont donc voté une hausse de l'enveloppe budgétaire de ces crédits d'1 million d'euros. Ils ont également rajouté 1 million d'euros pour protéger les enfants qui sont victimes de ces violences conjugales. Alors ce que disent les sénateurs, eh bien, c'est bien de faire le Grenelle contre les violences conjugales. C'est encore mieux d'avoir des mesures financées. Laure Darcos, il y a quoi ? Il y a beaucoup de discours et pas assez de moyens dans cette lutte contre les violences faites aux femmes ? On le craignait au moment de tous ces ateliers pour le Grenelle. On disait attention, c'est dès ce budget pour 2020 qu'il va falloir y mettre les moyens. On n'a malheureusement pas été déçus. Vous avez là, en effet, le million qu'on a rajouté, alors notamment pour les associations. Moi, quand la ministre a annoncé 1000 logements supplémentaires pour les femmes battues, mais attendez, 1000, j'ai cru que c'était trompé d'un zéro. C'est 10 000 logements qu'il faut. En Essonne, on a besoin de 300 supplémentaires. Donc, que ce soit pour les associations, pour le logement, pour les centres, en effet,
pour les enfants, on sait très bien qu'il faut qu'ils soient absolument soutenus psychologiquement parce que ces enfants vont être traumatisés par ce qu'ils ont vu et malheureusement risquent eux-mêmes d'avoir ce schéma familial ancré en eux. Donc il faut vraiment faire quelque chose. Mais vous prenez la mission sur les crédits de la justice. Je me suis emportée assez violemment contre Madame Belloubet, où là aussi, soi-disant, les 6 millions importants pour avoir le nombre suffisant de bracelets anti-rapprochement pour l'année prochaine seront fléchés dans les crédits soi-disant pénitentiaires, mais simplement un fléchage, sans fléchage plutôt, et simplement dans la masse des crédits sur cette mission. Je ne vois pas comment est-ce que on va être sûr que les moyens seront mis sur ces bracelets. Et on sait très bien qu'on manquait de moyens jusqu'à présent. Donc Aurélien Pradier, quand il a fait cette proposition de loi sur spécifiquement notamment ces bracelets anti-rapprochement, nous l'avait dit, attention, il faut que ça suive pénalement, parce qu'on sait très bien que les juges aux affaires familiales ont du mal à prendre cette décision, parce que c'est une entrave à la liberté quand même très lourde de conséquences. Donc moi, j'avais fait un amendement à l'époque pour essayer justement que ça soit le juge des libertés et de la détention qui puisse prendre cette décision. Mais si les moyens financiers ne suivent pas non plus pour avoir ces bracelets, en effet, retour à la case départ. Donc beaucoup d'annonces et peu, j'allais dire, d'actes vraiment concrets. Autre sujet qui concerne le budget, c'est le gouvernement qui veut autoriser le fisc à se servir des réseaux sociaux pour lutter contre la fraude fiscale. Pourquoi vous vous opposez à ce principe? Parce que c'est très bien si c'est contre la fraude, pourquoi pas, en effet. Vous avez peur que ça serve à autre chose? Ah mais oui, enfin moi, c'était ce que beaucoup de gens craignaient depuis des années, de se dire à quand en effet l'espionnage chez soi de tous ces systèmes. Enfin, on sait déjà. Moi, je m'étais beaucoup méfiée, je le dis d'ailleurs à mon fils, je le dis à mon entourage, du flicage, entre guillemets, sur les réseaux sociaux dans le milieu de l'entreprise. On sait très bien que ça peut malheureusement, et on l'a vu, permettre dans des entreprises à des gens de pouvoir licencier des gens. Mais là, enfin, je veux dire, que ça soit l'État, les services publics qui regardent exactement tout ce qui se passe, bon. Quand on a atteinte aux libertés publiques. Atteinte aux libertés publiques. Bon, quand on n'a rien à se reprocher, à la limite, on devrait s'en moquer. Mais je trouve que ça va déjà très loin et que on est en train véritablement de dépasser une ligne rouge qui peut être inquiétante. Donc, je trouve qu'il y a d'autres moyens que celui-là pour lutter contre la fraude fiscale. Voilà. Eh bien, c'est noté. On va passer à votre revue de presse, Laure Darcos, la revue de presse de l'Essonne avec Alex Poussard qui revient. Et Alex, on commence avec Le Parisien. Et oui, Le Parisien qui fait le point sur la grève qui se poursuit aujourd'hui et qui montre comment les habitants de l'Essonne, de votre département, Laure Darcos, vont s'organiser pour faire face à ce lundi noir. Alors, il y a 10 jours, il y avait le Black Friday dans les magasins. Et bien, cette semaine, c'est le Black Monday. Et les habitants de l'Essonne ont plusieurs solutions pour faire face à ce lundi noir. D'abord, le télétravail. Travailler chez soi est une solution de plus en plus envisagée et qui satisfait à la fois le salarié et l'employeur. Il y a également, pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à travailler chez eux, le coworking. Et alors là, pas besoin d'aller à Paris, il y a de plus en plus de communes de région parisienne qui offrent des espaces de coworking, de travail en commun. Il y a également le covoiturage avec des autoroutes franciliennes qui auront des voies dédiées pour faciliter ce mode de transport. Et puis pour les plus courageux, eh bien, ils pourront essayer de braver les transports en commun. Et on passe maintenant aux Républicains de l'Essonne. Et oui, le Républicain de l'Essonne qui montre comment la vidéosurveillance se développe dans nos communes, puisque la communauté de communes des Deux-Vallées, dans l'Essonne, va installer très bientôt 200 caméras de vidéosurveillance. Toutes les entrées et toutes les sorties des communes membres de cette communauté seront désormais sous surveillance, un système dissuasif, et puis aussi qui pourra aider les enquêtes des forces de l'ordre.
Et puis les Républicains lancent la campagne municipale dans l'Essonne. Et oui, alors dans cette campagne municipale, on parle beaucoup des commissions nationales d'investiture, des partis qui investissent les candidats notamment dans les grandes villes. Mais pour les plus petites villes, eh bien, ce sont des commissions départementales. Et dans l'Essonne, le parti Les Républicains a donc une commission départementale dont vous faites partie, Laure Darcos. Et cette commission a désigné récemment ces listes de candidats, notamment dans 16 communes. Et certaines de ces listes auront aussi également le soutien de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, mais qui a quitté les Républicains. Et donc, ces listes auront le soutien de son mouvement, le Mouvement Libre. Merci beaucoup, Alex. Vous qui soutenez Valérie Pécresse, vous êtes porte-parole du mouvement. Quelle va être la stratégie de Libre pendant ces municipales vis-à-vis des Républicains ? Alors, très libre, c'est qu'à le dire. En fait, les candidats, qu'ils soient sortants ou candidats contre la commune, enfin le maire sortant, auront le choix en fait de demander en effet un label, le label Libre, pour leur campagne. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai senti chez mes militants, les Républicains, une envie d'union, d'arrêter entre guillemets de se chipoter justement avec Libre. Donc d'une certaine manière, quand on a en commission départementale d'investiture regardé en effet les villes qui allaient être soutenues par le parti des Républicains, en effet ont été évoqués qu'un tel et un tel avaient reçu également le label Libre. Ça m'a pas paru en effet poser de problème. J'allais dire, mais on a moins. Qu'on comprenne bien, il n'y aura pas de candidat avec un label Libre, comme vous dites, contre un candidat les Républicains dans certaines villes où c'est possible. Ça dépendra en effet de certaines villes. Je n'ai pas d'exemple en particulier, mais il peut y avoir. Vous n'excluez pas selon certaines situations. Il peut y avoir deux candidats de droite déclarés qui n'ont pas réussi à se mettre ensemble. Nous, notre rôle, c'est aussi de voir. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon désir, c'est de voir avant les candidats et qu'ils puissent se mettre d'accord. Parce que souvent, quand il faut reprendre la commune à un maire sortant de gauche, il faut pouvoir s'unir. Ça sert à rien d'avoir 3 ou 4 listes. Moi, j'ai un exemple en tête. Bon, ils vont partir à 4 listes séparées. Je pense que la maire ne. Vous pouvez nous dire où ? C'est une commune de l'Essonne. Oui. Ben, écoutez, à Dourdan, moi, j'ai rien d'ailleurs contre la maire sortante, mais c'est vrai qu'ils partent extrêmement divisés. Donc, ça amenuise forcément les chances de réussir. Donc vous appelez à l'union de la droite. Est-ce que vous espérez ou vous souhaitez qu'un jour Valérie Pécresse revienne au sein des Républicains pour que cette union de la droite soit effective au plan national ? Écoutez, en tout cas, je souhaite qu'on réunisse, moi, c'est toujours été mon leitmotiv. Je suis une éternelle nostalgique de l'UMP, parce que je venais, en fait, plutôt de l'UDF. Et vraiment, dès le début, j'ai adoré l'UMP. Et pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen d'unir la droite et le centre. Et ensuite, au moment des présidentielles, de se trouver notre champion. Donc moi, je suis très nostalgique de ça. J'ai toujours affirmé plutôt de la droite modérée. Je reste au sein des Républicains. J'ai dû l'expliquer plusieurs fois à Valérie Pécresse, mais qui aujourd'hui, en effet, le comprend. Je ne sais pas si elle aura envie forcément de revenir. Et moi, surtout, j'espère, et c'est le cas pour Christian Jacob, je trouve, qui a compris qu'il fallait rassembler. J'espère pouvoir continuer à ne pas être dans un parti intolérant par rapport aux différentes sensibilités. Pour rien vous cacher, au départ... Et il était intolérant sous Laurent Wauquiez ? Ah oui. En tout cas, je trouvais qu'il s'étriquait. Et au fond, il faisait beaucoup d'appels du pied aux électeurs du Front National. Et j'ai toujours dit qu'entre l'original et la copie, on finissait toujours par choisir plutôt l'original. Et donc ça me gênait beaucoup. Merci beaucoup. Merci Laure Darcos d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français. On parlera bien sûr de cette nouvelle semaine de mobilisation contre la réforme des retraites. Mais d'abord, un extrait de Parlement Hebdo, l'émission qui refait la semaine au Parlement. Tam Tranu et Katia Gilder recevaient la députée communiste des Hauts-de-Seine, Elsa Faucillon. Elle est revenue sur ce cap du million de signatures franchies cette semaine pour s'opposer à la privatisation d'Aéroports de Paris. On regarde. Emmanuel Macron peut décider d'un référendum quand il le souhaite. Il en a la possibilité en tant que président de la République. Et d'ailleurs, lui seul peut le faire aujourd'hui, en dehors des 4,7 millions du RIP. C'est sa prérogative. Donc, lui qui a annoncé que dans le cadre de la réforme constitutionnelle, qui semble
un peu s'échapper au fur et à mesure du temps. Eh bien, si elle n'est pas là sur la table dans l'année à venir, dans les quelques mois à venir, lui peut prendre l'initiative d'avoir un référendum, vu qu'il a dit que 1 million lui semblait une étape importante. Vous dites Et nous le considérons. Chiche, évidemment, il doit maintenant le faire. Il s'est engagé quelque part lors du grand débat national là-dessus. Pourquoi il s'est engagé? Parce qu'il avait bien compris, dans le cadre des mobilisations des Gilets jaunes, que cette aspiration à de la démocratie, et c'est présent dans de très nombreux mouvements sociaux aujourd'hui. On peut balayer les mouvements sociaux qui, dans le monde, aujourd'hui, au cœur à chaque fois de ces mobilisations, il y a les questions démocratiques, les questions des institutions. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement profond dans la société, chez les citoyens, qui le revendiquent. Et donc 1 million, c'est effectivement pas rien, c'est une étape importante. Donc aujourd'hui, nous demandons à Emmanuel Macron de respecter les engagements pris lors de ce grand débat et de convoquer un référendum. Sur le fond, on se rappelle un des arguments du gouvernement. Il a fait valoir qu'il s'agissait seulement d'une concession de 70 ans qui permet aussi d'alimenter un fonds pour l'innovation, que ce n'est pas à l'État de gérer des duty-free. Qu'est-ce que vous répondez-vous à ce type d'argument? Bon, écoutez, vraiment, déjà sur l'argument des duty-free, écoutez, le PDG d'Aéroports de Paris, Augustin de Romanet, vous pensez vraiment que cet homme de confiance des gouvernements successifs, qui a été placé là de manière extrêmement choisie, précise, serait un PDG de duty-free? C'est vraiment une vaste blague que de dire ça. Donc on est bien sur un secteur stratégique avec les aéroports de Paris, stratégique d'ailleurs aussi à l'avenir et maintenant sur la question environnementale, parce qu'il faut pouvoir continuer à faire du choix. Et sur la question financière, je crois que les parlementaires d'opposition de manière très large ont pu... Y compris la droite. Y compris la droite. Gilles Carrège aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Tout à fait. Mais écoutez, que la droite tire le son de la privatisation des autoroutes, par exemple, et du fait qu'on était vraiment sur un fiasco, une gabegie financière, et qui puisse dire aujourd'hui, ça suffit, nous avons fait erreur, nous pouvons reconnaître que nous avons fait erreur, ne le faites pas sur les aéroports, eh bien tant mieux. Et notre invité politique ce matin, c'est Fabien Roussel. Bonjour. Bonjour. Député du Nord, secrétaire national du Parti communiste français. Merci d'être avec nous. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Bonjour Pascal. On commence avec cette information révélée ce matin par le Parisien, Fabien Roussel. Le Parisien qui révèle que dans sa déclaration d'intérêt, Jean-Paul Delevoye a oublié de mentionner sa fonction d'administrateur au sein d'un institut de formation de l'assurance. Alors Jean-Paul Delevoye admet une erreur, dit que c'est une fonction bénévole, exercée, je cite, de façon extrêmement faible, qu'il démissionnera s'il y a incompatibilité. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, on voit le vrai visage de cette réforme de retraite à travers son haut commissaire aux retraites, parce que tout est fait avec cette réforme Macron pour pousser les futurs retraités vers des fonds de pension, des fonds d'assurance pour gérer les retraites par capitalisation. Alors quand on voit que celui qui est chargé de cette réforme a lui-même des liens avec les assurances, le monde des assurances, on se voit bien que tout cela est intimement lié. Vous parlez de conflit d'intérêts ce matin ? Oui, il peut y avoir un conflit d'intérêts, c'est pas à moi à en juger en tant que tel, mais il peut y en avoir un. Mais indépendamment de cela, ça ne change rien au fond de la réforme, qui fait que l'objectif de cette réforme est bien de baisser les pensions des retraités et de pousser chaque futur retraité, chaque salarié aujourd'hui, de cotiser vers des fonds de pension. D'ailleurs, je peux vous annoncer une chose, nous avons découvert que le 1er octobre dernier, il y a eu une ordonnance de la loi Pacte qui a été rendue publique, et cette ordonnance prévoit à partir du 1er octobre que des fonds de pension tels que BlackRock, fonds de pension américain, multinational, va pouvoir bénéficier des cotisations des futurs retraités pour ceux qui le souhaiteront pour faire de la retraite par capitalisation. La loi Pacte de ce gouvernement a ouvert la voie à la retraite par capitalisation. Donc c'est... Et qu'est-ce que vous dites ? Cette réforme des retraites a pour objectif final une étatisation, la fin de la retraite par répartition, c'est quoi ? Pas une étatisation, une capitalisation. Donc la fin de la retraite par répartition ? Oui. Oui. Pour vous, c'est ça que veut faire le gouvernement au final avec cette réforme ? L'objectif de cette réforme, c'est écrit noir sur blanc dans le Conseil d'orientation des retraites, c'est de faire baisser les niveaux des pensions des Français. Ça, c'est un tableau du Conseil d'orientation des retraites. Quelles que soient les prévisions
quels que soient les scénarios du gouvernement, ils n'ont envisagé que des scénarios où les pensions baissent. Elles vont passer de 50% du salaire moyen à 33% du salaire moyen. L'objectif, c'est que les retraités se disent on va plus avoir de pension, donc il faut que l'on cotise vers des assurances privées. Eh bien, c'est tout simplement ça que le gouvernement va permettre, parce qu'à partir depuis le 1er octobre, des fonds de pension, notamment BlackRock, qui est une célèbre multinationale qui gère des fonds de pension, eh bien, va pouvoir gérer les futures cotisations d'assurés qui voudraient investir là-dedans. C'est en fait... Macron nous envoie vers un système à l'américaine où chacun aura une retraite en fonction des moyens qu'il y mettra. Ce qui veut dire que le super riche aura sa super pension et celui qui est modeste... La retraite de base ne suffira plus. Mais la retraite de base sera tellement de base qu'elle ne sera plus rien. Voilà. Que faut-il faire? Faut-il augmenter les cotisations pour remettre le système à l'équilibre et sortir de la courbe que vous venez de montrer? Et si nous ayons ce débat avec les Français? Et si nous ayons... Ça fait 18 mois qu'il dure. Plus la campagne électorale, ça fait quand même 2 ans. Non, mais vous rigolez. Le débat, c'est pas est-ce qu'on augmente les cotisations, est-ce qu'on taxe les dividendes ou est-ce que vous travaillez plus? Le débat, c'est est-ce que vous travaillez plus ou est-ce que vous travaillez beaucoup plus? Mais le débat, il n'est pas d'aller chercher des financements ailleurs. Là, je vous ai montré la courbe des pensions. Ça, c'est la courbe des dividendes. En 2008, 30 milliards d'euros de dividendes versés aux entreprises du CAC 40. En 2019, 51 milliards, record historique. Nous avons passé la barre des 50 milliards d'euros de dividendes. Faut-il taxer les dividendes? Mais ayons ce débat. J'ai proposé au Premier ministre une contre-réforme des retraites au nom du Parti communiste français que nous avons travaillé, nous. Et nous proposons d'autres pistes de financement, notamment en allant taxer modestement les dividendes, aussi modestement que sur votre fiche de paye. Nous cotisons les salariés 10%, l'employeur 10%. Si nous prélevions juste 10% de cotisation sur les dividendes versés aux actionnaires, rien que celle du CAC 40, 51 milliards, 10%, ça fait 5 milliards qui rentrent dans les caisses de retraite. On nous dit que le déficit, c'est 2,9 milliards par an. Enfin, et déjà là, rien que là, il y a de quoi le combler. Parité salariale femmes-hommes, si enfin nous tenions cet objectif que les femmes gagnent autant que les hommes, ce qui serait rien d'autre qu'une mesure de justice, eh bien c'est 6 milliards d'euros de cotisations qui rentrent dans les caisses de l'État. Donc vous voyez, 5 milliards d'un côté, 6 milliards de l'autre, ça en fait 11 déjà. Enfin, le problème de financement... Quand vous dites ayons ce débat avec les Français, ça veut dire quoi? Qu'il faut un référendum sur cette question de la réforme des retraites? Et pourquoi pas? Et quelle question on pose? Alors on pose plusieurs questions. Mais, parce que pourquoi pas? Ça veut dire que il faut que l'on en discute. Mais est-ce que c'est oui ou non contre la réforme Macron? Ou est-ce que c'est quelle piste de financement souhaitez-vous pour assurer l'allongement de la durée de la vie? Est-ce que vous voulez qu'on taxe les dividendes ou est-ce que vous voulez travailler plus longtemps? Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être des questions aussi simples. Est-ce qu'il faut taxer le capital ou est-ce qu'il faut continuer à taxer le travail? Parce qu'aujourd'hui, on fait tout reposer sur le monde du travail, sur les infirmières, les salariés, les enseignants, les gardiens de prison, tout le monde. On va demander un effort à tout le monde. Alors que de l'autre côté, le capital n'a jamais gagné autant d'argent, n'a jamais été autant défiscalisé. Et lui, on ne lui demanderait rien pour financer l'allongement de la durée de la vie, qui est une chance pour notre société. Vivre plus longtemps, mais c'est un vrai bonheur pour chacun d'entre nous et pour la société. Partir dès 60 ans, 62 ans, partir tôt en retraite avec une bonne pension, c'est permettre à des retraités de pouvoir profiter pleinement de cette nouvelle période de la vie, mais aussi d'être quelque part actif, de pouvoir s'engager dans la vie associative, de s'occuper de ses petits-enfants. Enfin, c'est du bonheur en barre. Alors, un de vos prédécesseurs à la tête du Parti communiste a dit il faut savoir sortir d'un conflit social, d'une grève. Comment on en sort? On attend que le gouvernement retire, on va au Parlement. Comment on sort de ce conflit? Eh bien, nous demandons... Il y a une chose qui est demandée, organisation syndicale comme nous, c'est que le gouvernement retire sa réforme par points. Qu'il retire sa réforme par points. Et enfin, qu'il y ait des négociations qui soient ouvertes. Nous pensons qu'il y a besoin d'une réforme pour améliorer ce qui existe. Pas pour de la régression sociale, pas pour perdre. Donc, mais pour améliorer ce qui existe. Ça veut dire regarder les régimes spéciaux, des cheminots, ou les régimes autonomes. Les régimes spéciaux autonomes, vous les gardez?
Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec les régimes autonomes? Précisez votre pensée. D'un côté, on a le système universel ou le système actuel qui tronçonne les différents régimes. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? On en supprime certains, on en garde quelques-uns. Est-ce que vous savez que les régimes spéciaux, comme vous dites, ou autonomes, c'est pas les mêmes. On va être précis. Les spéciaux, c'est pour la RATP, la SNCF, quelques professions et autonomes. Depuis la dernière réforme, ils ont tous l'obligation de cotiser le même nombre d'années que dans le privé. C'est vrai. Sauf la RATP. Public, les autres. Privé, 43 annuités. On va tendre vers 43 annuités. En 1973. Ouais. Pour les natifs de 73. On est tous en train d'augmenter. Voilà, moi, génération 69, je vais devoir cotiser 42 annuités et un trimestre. Voilà, ça fait 170 trimestres. Oui. Bon, on va tous progresser, donc y compris les régimes spéciaux. Donc ils ont le droit de partir plus tôt en retraite, mais pas avec une pension complète. C'est ça la réalité. Alors qu'est-ce que l'on fait? On leur demande quoi? On va leur demander de cotiser à nous tous, encore plus? Ou est-ce qu'on aligne les régimes de tout le monde, du privé notamment, vers les régimes les plus favorables? Par exemple, dans le secteur public, et je pense aux enseignants, aujourd'hui, leur pension est calculée sur la base des 6 derniers mois de salaire. Oui. On leur demande d'accepter que leur pension soit calculée sur l'ensemble de la carrière. Mais vous imaginez bien qu'ils vont perdre énormément d'argent. On ne peut pas demander à ce que toutes les pensions demain, justement, puissent être alignées sur ce régime spécial des enseignants. C'est-à-dire que tout le monde puisse avoir une pension calculée sur ces 6 derniers mois de salaire. Alors Jean-Michel Blanquer dit qu'il y aura des revalorisations salariales pour les enseignants. Vous n'y croyez pas? Il va falloir qu'il augmente beaucoup les salaires pour prendre en compte, pour rattraper ce que les enseignants perdraient avec cette réforme de retraite. Mais je suis très content que la question de la hausse des salaires vienne enfin sur la table. Nous réclamons, depuis plusieurs mois, une hausse du SMIC de 20% dès le 1er janvier. Je pense qu'il y a une vraie urgence à augmenter les salaires. Ce serait là aussi une mesure de justice pour réparer les pertes de pouvoir d'achat de nos concitoyens. Mais surtout, c'est de la cotisation qui rentre dans les caisses de retraite et dans les caisses de sécurité sociale. Alors, puisque vous parlez de cette hausse du SMIC, Bruno Le Maire s'est dit opposé hier à un coup de pouce au SMIC au 1er janvier 2020. Il rappelle que le gouvernement a déjà augmenté massivement la prime d'activité de 100 € au niveau du SMIC. Qu'est-ce que vous dites? C'est honteux. C'est honteux. Qu'est-ce que j'aimerais bien que Bruno Le Maire touche une partie de son salaire de ministre en prime d'activité et qu'il fasse sa déclaration auprès de la CAF avec sa femme pour justifier des revenus de son foyer et pour dire « Ah bah oui, alors j'ai le droit à la prime d'activité ». Non mais vous vous rendez compte? Aujourd'hui, c'est plus les employeurs qui augmentent les salaires, c'est la CAF. Il faut demander à la CAF d'avoir sa prime d'activité et encore calculée sur les revenus du foyer. Donc si monsieur gagne plus que madame, madame n'a pas le droit à la prime d'activité. Je les rencontre, moi, dans ma permanence. Les gens me disent pourquoi moi j'y ai pas droit. Enfin, mais on va quémander pour avoir 100 € de plus quand on en gagne 1 200 € net par mois et qu'on travaille à l'usine ou qu'on est fonctionnaire catégorie C. Enfin, on fait des salariés, des mendiants qui vont demander cette allocation en guise d'augmentation de salaire. C'est honteux, c'est scandaleux. Ça ne cotise pas sur les retraites en plus. Ce n'est plus indexé sur l'inflation parce que ce gouvernement-là, il y a un mois, dans le cadre du PLF, ont décidé que cette prime d'activité n'augmenterait que de 0,3% au lieu de l'indexer sur l'inflation. Bref, c'est honteux sur toute la ligne. Qu'ils augmentent les salaires, on veut du sonnant, du trébuchant, indexé sur le coût de la vie, et dès le 1er janvier. Nouvelle journée de mobilisation, demain à l'appel des syndicats. Pourquoi ne pas attendre les annonces d'Édouard Philippe mercredi avant de se mobiliser à nouveau ou pas en fonction de ce qu'il dit? Parce que nous demandons à ce que ce gouvernement retire cette réforme par points. Mais pour vous, il n'y a que ça, parce que vous demandez des négociations. Écoutez, des négociations, ça appelle des compromis de part et d'autre. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, vous, comme compromis? La réforme par points, c'est calculer sa retraite sur l'ensemble de sa carrière et une pension qui sera calculée selon la valeur du point que l'on ne connaît pas. La retraite, ce n'est pas une tombola. La retraite, c'est un droit. Donc ce que nous voulons, c'est qu'il retire cette réforme des retraites tombola pour une vraie réforme de retraite avec de vrais droits. Donc pour vous, peu importe ce que va dire Édouard Philippe mercredi midi, s'il ne dit pas « je retire la réforme des retraites par points », pour vous, vous continuerez, vous appellerez à continuer la mobilisation? Parce que nous soyons dans le privé, où la retraite est calculée sur les 25 meilleures années, ou dans le public, où la retraite est calculée sur les 6 derniers mois, dans tous les cas, une retraite calculée sur toute la carrière, sur la valeur d'un point que l'on ne connaît pas, nous serons tous perdants.
Donc, il doit retirer cette réforme de retraite par points et ouvrir de nouvelles négociations pour permettre de mettre tout sur la table, toutes les propositions qui permettraient d'améliorer le système que nous avons. Nous avons le plus beau système de retraite unique au monde, mis en place par le gouvernement de Gaulle et Ambroise Croizat en 1946. Oui, enfin, quand même le gouvernement dit tout le monde aura au minimum 1 000 euros, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec une carrière complète, quand on dit qu'il y aura 5% dès le premier enfant, ça, ce sont des avancées sociales, vous ne pouvez pas le nier. Oui, mais d'abord, soyons précis sur les mots, si vous voulez bien. Hein, les 5% sur le premier enfant. Aujourd'hui, quand on a 3 enfants, chaque parent a le droit à 10%. Demain, ce sera 15% pour les 2. Donc on y perd. Aujourd'hui, quand on a un enfant, une femme a le droit à 8 trimestres. Donc aujourd'hui, il y a déjà la possibilité de bénéficier d'une majoration en cas de maternité. Et enfin, quand il dit pas de retraite en dessous de 1 000 euros, mais enfin, il faut être clair, c'est pas de retraite en dessous de 1 000 euros pour une pension, pour une retraite complète, pour ceux qui ont cotisé tout leur trimestre. Mais il y aura beaucoup de pensions en dessous de 1 000 euros pour toutes ces femmes qui ont des carrières hachées, qui subissent du temps partiel. Aujourd'hui, elles attendent 67 ans, là, elles partiront à 64 ans. Elles vont gagner 3 ans. Mais avec l'âge pivot, bah si, puisque là, aujourd'hui, pour avoir le taux plein, il faut aller jusqu'au bout. Quand on a une carrière hachée, là, avec l'âge pivot, à 64 ans, c'est terminé, elles n'ont plus la décote. Mais elles auront la décote si elles n'ont pas leur cotisation, si elles n'ont pas cotisé tout leur trimestre. Ans, non. Mais enfin, l'âge pivot, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est de la poudre de perlin point d'ailleurs. Parce que au final... Oui, c'est bien trouvé. Mais non, mais avec cet âge pivot, ils nous font miroiter qu'à 64 ans, on va pouvoir partir plus tôt que 67 ans, mais on ne partira pas avec la totalité de sa retraite. Tout dépend de la valeur du point, d'une part, et tout dépend des salaires, la moyenne des salaires de l'ensemble de la carrière. C'est beaucoup moins intéressant que les 6 derniers mois ou les 25 meilleures années. Donc, de toute façon, elles seront perdantes. Toutes ces femmes qui aujourd'hui sont en temps partiel, travaillent 15 à 20 heures par mois avec des salaires de 700 à 900 euros, ça ne devrait même pas exister. Bon, on a bien compris votre position, c'est le retrait ou rien. Un mot juste sur l'Assemblée nationale qui n'a pas siégé jeudi dernier, un jour d'appel à la mobilisation. Est-ce que pour vous, elle ne doit pas siéger demain, puisqu'il y a un nouvel appel à la mobilisation? Bon, c'est les questions d'actualité en même temps, donc je vous avouerai que je ne me suis pas posé la question. C'est l'occasion aussi de se faire le relais du monde du travail, des organisations syndicales et de demander des comptes au gouvernement sur sa politique. Et donc, ces questions d'actualité, elles sont importantes, je pense. Donc oui, pour demain. Justement, dans la rue Mardi, on a retrouvé quasiment tous les partis de gauche. Et là, vous vous retrouvez en meeting le 11, je crois, je ne me trompe pas. Mercredi. Donc voilà, c'est le retour de l'Union de la gauche, ça prépare les municipales. Que se passe-t-il? Non, c'est pas du tout pour préparer les municipales ou quoi ou qu'est-ce. Nous avons besoin, nous, forces de gauche et écologistes, de nous retrouver ensemble pour pouvoir dire tout ce qui nous réunit contre cette réforme de retraite, mais aussi et surtout tout ce qui peut nous rassembler pour construire un projet alternatif, une autre réforme de retraite. Parce qu'il y a des questions qui nous rassemblent entre nous. Le partage de la valeur ajoutée, qu'il y ait une meilleure répartition entre le capital et le travail, comme je le disais au début, nous sommes tous d'accord là-dessus. La question, c'est le niveau du curseur, mais nous sommes tous d'accord que le capital ne participe pas assez à l'économie et à la meilleure rémunération du travail. Et puis, il y a la question de la hausse des salaires. Là aussi, il y a de grandes convergences entre nous. Nous savons tous qu'aujourd'hui, il y a un problème de pouvoir d'achat dans notre pays et qu'il faut augmenter les salaires. Donc, ces convergences-là, il faut que nous puissions les exprimer ensemble et que nous montrions aux Français et aux organisations syndicales que les forces de gauche et écologistes sont prêtes. Ce que j'aimerais... Ils sont prêts à quoi? Gouverner, à gérer les mairies? Parce qu'il faut qu'elles le montrent dans les urnes. Ce que j'aimerais, c'est que nous puissions dire, si demain nous sommes en responsabilité, si demain nous étions au gouvernement, voilà ce que nous ferions. Voilà comment nous pourrions taxer le capital. Voilà la réforme de retraite que nous ferions pour améliorer l'existant. Voilà les hausses de salaire que nous mettrions en œuvre dès le 1er janvier. Il faut que la gauche et les écologistes puissent parler ensemble pour dire ce qu'ils sont prêts à faire ensemble. Donc vous refaites la gauche plurielle? Non, parce que le 11, on va commencer par donner la parole aux organisations syndicales. Et justement, s'il y a quelque chose à inventer au sein des forces de gauche et écologistes,
c'est pas de travailler en vase clos entre nous, mais c'est de travailler avec le mouvement social et associatif. C'est-à-dire que s'il y avait un programme que nous devrions faire ensemble, nous devrions le faire avec les forces syndicales, avec le mouvement social et associatif, avec ceux qui manifestent dans la rue, avec les gens, avec les travailleurs, avec le monde du travail, pour que nous soyons parfaitement en phase et quelque part tenus, obligés de tenir les engagements que nous prendrions avec eux. Mais juste, qui sera présent le 11, qu'on soit bien clair, parce que vous nous parlez d'organisation syndicale. Est-ce que vous savez déjà qui sera présent? Il y aura la CGT, il y aura Solidaire, Sud qui seront présents, d'autres organisations syndicales. Donc tous les partis de gauche, elles prendront la parole, et puis toutes les formations de gauche seront présentes, représentées, et la plupart par leurs premiers responsables. Et donc il y aura effectivement Nathalie Arthaud, Olivier Besancenot, Olivier Faure, Adrien Quatennens, Julien Bayou, Guillaume Balas de Génération, Marie-Noëlle Lindemann, etc. etc. L'ensemble des forces syndicales de gauche et écologistes seront présentes. J'espère que je n'ai oublié personne, sinon je vais me faire taper. Allez, on va finir sur cette réforme par une question. Vous savez que les téléspectateurs peuvent vous poser des questions. On va voir ce qu'ils vous demandent, c'est sur cette réforme des retraites. Et on va la regarder ensemble, cette question. C'est une question de Vosgien à Paris. Que pensez-vous de nos voisins belges qui ont réussi l'an dernier à faire reculer leur gouvernement sur une réforme des retraites très semblable à celle qui nous est proposée? Très bonne question. Parce que les voisins belges, et justement, étaient présents avec nous à la manifestation la semaine dernière. Je pense à nos députés du PTB, du Parti du Travail belge, avec qui je travaille beaucoup. Et notamment Raoul Hajdebeu, qui est le député connu en Belgique, qui mène de beaux combats, et notamment il mène une campagne pour la retraite à 1 500 € dans leur pays. C'est eux qui ont fait reculer le gouvernement. Et c'est eux aujourd'hui qui sont à l'initiative pour une hausse des pensions dans leur pays. Et je peux vous annoncer ici que nous prendrons une initiative commune, à leur initiative d'ailleurs, le 4 avril prochain. Il y aura une conférence, un sommet européen pour les retraites en Europe, parce que cette question, elle se pose dans tous les pays de l'Union européenne. Une meilleure répartition capital-travail et de meilleures pensions pour les travailleurs, pour les salariés. Et donc avec différents partis de gauche européens ? Avec différents partis de gauche européens. Vous savez que la campagne se mène donc en Belgique. Il y avait aussi une députée européenne espagnole qui était présente à la dernière manifestation, avec qui nous avons pris contact. Et il y a aussi cette campagne qui se mène en Espagne, justement, où le nouveau gouvernement, soutenu par les communistes notamment, propose de taxer les banques pour financer les retraites, comme quoi il y en a des propositions sur la table. Eh bien, tout cela, nous allons en parler lors d'un sommet européen sur les retraites en Europe, à l'initiative des forces de gauche européennes. Et qui aura lieu où, vous pouvez déjà nous dire ? À Bruxelles. À Bruxelles, le 4 avril prochain. C'est noté. Dernière question. À confirmer, mais c'est ce dont nous avons parlé. Je vous donne ça un petit peu en avant-goût, mais nous en avons parlé avec mes camarades. Eh bien, merci pour l'information. Au dernier sujet, c'est Bernard Arnault que vous avez assigné en justice pour l'obliger à publier ses comptes. Il les a publiés, finalement, ces comptes. Est-ce que, du coup, vous allez faire de même avec d'autres groupes ? Oui, écoutez, c'est quand même incroyable que ces grands groupes internationaux qui amassent des fortunes, qui sont parfois suspects d'optimisation fiscale, ne publient pas leurs comptes comme la loi les y oblige. Donc j'ai assigné en justice, pour faire l'exemple, Bernard Arnault, il a dû céder, il a publié ses comptes depuis, de 2014 à 2018, mais il y en a d'autres derrière qui se cachent derrière le masque de l'opacité. Je pense à Hermès, je pense à Lagardère, je pense au Club Med, Mutuelle de Bretagne, etc., etc. Il y en a une dizaine que nous avons ciblées. Eh bien, avant qu'elles soient elles aussi assignées en justice, je vais leur demander de publier leurs comptes. Ça évitera des frais de justice. Et puis, sinon, vous les ça évitera d'engorger les tribunaux. Vous les assignerez comme vous l'avez fait avec Bernard Arnault ? Mais bien sûr. Mais enfin, ça ne devrait pas être un député ou à des lanceurs d'alerte de faire ça. Ça devrait être au gouvernement de faire respecter la loi. Ça veut dire quoi, que Bercy ne fait pas son travail ? Mais bien sûr qu'ils ne font pas leur travail. Ils sont protégés. C'est les enfants gâtés du gouvernement des riches, tous ces groupes-là. Et donc, ils sont protégés. C'est les petits bébés de M. Le Maire et de Macron. Mais c'est honteux, c'est pas juste. Enfin, nous, on va nous demander des efforts, on va demander aux salariés de travailler plus longtemps pour financer un système de retraite. Et à côté, il y a de l'argent qui coule à flot chez ces 500 plus grandes familles. Et eux, on va avoir tous les droits de ne pas publier leurs comptes. Enfin, c'est scandaleux, c'est 2 poids 2 mesures dans ce pays. Eh bien, merci beaucoup Fabien Roussel d'avoir été avec nous ce matin. Merci Pascal. Demain, à votre place, Fabien Roussel, ce sera Olivia Grégoire, autre député La République En Marche de Paris. Merci beaucoup. On passe au Club des Territoires.
La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui avec la bande, nous parlerons bien sûr de la réforme des retraites, semaine décisive en perspective, de nouveaux appels à la mobilisation côté syndicat, une volonté de clarification côté exécutif. Édouard Philippe dévoilera les détails de la réforme mercredi à midi. Et puis on parlera également écologie puisque pendant ce temps, la COP21 a lieu à Madrid. Elle se termine vendredi, on en parlera. Et justement, l'écologie, ce sera le thème de nos reportages en région cette semaine. Vous verrez le programme tout à l'heure avec Quentin Calmet. Mais on va commencer bien sûr par cette réforme des retraites. Une semaine qui sera marquée par cette réforme. Nouvelle journée de grève et de galère dans les transports aujourd'hui. Appel des syndicats à une nouvelle journée de mobilisation demain. Et puis mercredi à midi, Édouard Philippe dévoilera donc le détail de sa réforme. Le sujet a bien sûr occupé le week-end politique. On regarde tout ça avec Fabien Recard. Un TGV sur 5, 3 TER sur 10, la France s'apprête à vivre un lundi noir dans les transports. Alors que s'ouvre une semaine décisive dans le dossier des retraites, le ton est monté ce week-end entre la CGT et le gouvernement. La CGT, elle n'est pas convaincue parce qu'elle défend ses troupes. Je pense que c'est la raison principale. Elle ne défend pas les Français, elle défend ses troupes. Je pense qu'elle défend plus ses troupes que les Français. Et quand Philippe Martinez parle de bras de fer, moi je l'invite à renoncer au bras de fer. Et je l'invite à entrer dans le dialogue. Vous voyez qu'il est encore dans la division. Il a raté quelques épisodes, Bruno Le Maire. On défend tous les Français parce que cette retraite, ce projet de loi concerne tous les Français. Et Bruno Le Maire, j'espère, a regardé la télévision, a écouté la radio. Il a dû entendre ou voir que jeudi dernier, il s'est passé quelque chose. Dans le même temps, l'exécutif enchaîne les réunions. Hier à Matignon avec le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, puis dans la soirée à l'Élysée, sans que rien ne filtre de ces échanges. Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont enfin convié plusieurs ministres à un déjeuner de calage ce lundi à l'Élysée, signe de la fébrilité du gouvernement. J'entends tout et son contraire, à la fois ceux qui nous disent qu'on joue le pourrissement et ceux qui nous disent qu'on serait dans la fébrilité. Le gouvernement avait annoncé un calendrier de concertation, il a fait le choix d'aller jusqu'au bout et je pense que c'est un bon choix. Les annonces d'Édouard Philippe sur les contours exacts de la réforme des retraites sont donc attendues mercredi, au lendemain d'une nouvelle manifestation dans toute la France. Bonjour messieurs. Bonjour Ariane. Bienvenue dans ce club. On va bien sûr commencer en parlant de cette réforme des retraites. C'est une semaine décisive, en tout cas de part et d'autre. Est-ce que pour l'exécutif, Arnaud Benedetti, il est temps de sortir de l'ambiguïté, du flou ? Écoutez, on va voir lors du discours du Premier ministre devant le Conseil économique et social ce mercredi. La difficulté, c'est qu'on a le sentiment quand même que le gouvernement finalement tremble. Il a la main qui tremble. C'est une réforme décisive, c'est une réforme essentielle pour la suite politique d'Emmanuel Macron. Mais on peut comprendre les raisons pour lesquelles aujourd'hui il est fébrile. Contrairement à ce que disait Madame Borne, on sent bien que le gouvernement est fébrile. Pour une raison simple, c'est que entre-temps, il y a eu la crise des Gilets jaunes. Et il y a manifestement une forme de tétanie qui a envahi le gouvernement, qui explique aussi cette communication erratique autour du projet de réforme que l'on a connu ces dernières semaines. La vérité, c'est que, si vous voulez, on est dans un face-à-face. Et quand on est dans un face-à-face avec un rapport de force qui est caractérisé par une sorte de montée aux extrêmes depuis maintenant quelques jours, il faut sauver la face des deux intervenants, si je puis dire. Il faut que les syndicats puissent sortir, en tout cas les syndicats les plus hostiles, et même les syndicats réformistes, avec un gain dans leur confrontation avec le gouvernement, et il faut que le gouvernement puisse continuer à montrer qu'il est, disons, sur un logiciel de transformation de la société française. Et ça va être extrêmement difficile, parce que jusqu'à présent, il y a eu finalement très peu de concertation et très peu de négociations. D'ailleurs, c'est ce que rappelle un proche du chef de l'État, je crois, ce matin ou hier, sur une radio, disons,
M. Ferracci, qui est un spécialiste des relations sociales, qui explique que cette réforme a été finalement assez mal préparée et qu'en l'occurrence, il faut vraiment prendre du temps et rentrer en voie de négociation. Benjamin Morel. Oui, si vous voulez, quand on veut analyser comme ça un rapport de force, il faut voir à peu près dans quelle situation sont les deux partenaires. Et là, très clairement, aujourd'hui, la force, elle est du côté des syndicats. C'est-à-dire que, pour plusieurs raisons, aujourd'hui, ils ont une capacité de blocage qui est importante. On l'a vu ces derniers jours et on l'a vu en arrivant ce matin dans votre émission. Et en même temps, ils sont soutenus par une grande partie de l'opinion, si vous voulez. Quand on prend le sondage pour le JDD d'hier, il y a deux indicateurs qui sont fondamentalement intéressants. On va le regarder ensemble, ce sondage. C'est-à-dire que, on a une grève qui est populaire, mais surtout qui est plus populaire que jadis. Et là, on a un petit scénario à la 95 qui peut être plaqué, parce qu'en effet, on voit très bien que le fruit de la grève, va pour les grévistes. Et ensuite... On voit que 53% des Français soutiennent le mouvement. Voilà, plus 6. 33 le soutiennent, 20 ont de la sympathie pour lui. Et autre élément de ce sondage, c'est que l'on voit également que la faute est attribuée par les Français, non pas aux grévistes, mais au gouvernement. C'est-à-dire que potentiellement... La deuxième partie de ce sondage, je le donne, Benjamin Morel, avant que vous le commentiez. Deuxième partie de ce sondage, 59% des Français disent que c'est le gouvernement qui est responsable des blocages. Allez-y. C'est ça. Et donc, vu comme ça, si vous voulez, c'est le gouvernement qui a le plus à perdre à un pourrissement, alors que d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Ensuite... Aujourd'hui, le gouvernement apparaît en effet plutôt en position de faiblesse, mais les syndicats sont à la fois forts et en même temps, ils sont faibles d'une certaine façon. On a vu il y a un mois, avec l'usage du droit de retrait par beaucoup de cheminots, qu'ils ne contrôlent pas tout à fait leur base et que non seulement ils n'ont pas intérêt à négocier parce que les voyants sont ouverts pour eux, mais qu'en plus, ils n'ont peut-être pas la capacité de négocier en profondeur, tout bêtement parce qu'ils ne seraient pas suivis par leur base. Donc, des syndicats forts, mais qui ne peuvent pas réellement négocier et qui ont pour eux tous les voyants ouverts, et un gouvernement qui, de son côté, paye la grève, c'est évidemment le scénario cauchemar aujourd'hui pour le gouvernement. Alors, pour aller dans votre sens, nos confrères d'RTL annoncent à l'instant que plusieurs syndicats, dont la CGT, ne se rendront pas à la réunion cet après-midi avec Jean-Paul Delevoye et Agnès Buzyn. C'est le signe que le rapport de force est du côté des syndicats. Oui, en effet. Et alors, la CFDT se rendra probablement à la rencontre. Là, j'ai pas l'information que vous avez donnée. Mais quand bien même Laurent Berger, après mercredi, se dirait convaincu par les ajustements d'Édouard Philippe, on voit très clairement que du côté des branches de la CFDT qui ont la capacité aujourd'hui de bloquer, notamment la CFDT cheminot, ça ne suit pas forcément la direction. Or, d'une certaine façon, l'idée ici, ce n'est pas de négocier avec les têtes des syndicats. C'est d'abord et avant tout de débloquer le pays, parce qu'il y a un coût économique, etc. Et pour débloquer le pays, c'est cette base-là qu'il faut convaincre. Pour convaincre cette base-là, qui a déjà été échaudée par la réforme de la SNCF, etc., par la réforme de la loi travail, c'est aujourd'hui extrêmement compliqué pour le gouvernement. C'est une gageure. Guillaume Dayen. Dans cette histoire-là, l'intention du gouvernement, elle est confuse. Les déclarations des ministres, elles sont même contradictoires. En fait, on ne sait pas si le gouvernement lui-même sait exactement ce qu'il veut. Quant à l'administration de Bercy, il semblerait qu'elle soit elle-même divisée sur la conduite à tenir dans cette réforme. Ce n'est pas une réforme qui a emporté l'adhésion de tous dès le début, cette réforme de la retraite dite à point. C'est quelque chose qui existe en Suède depuis longtemps, qui n'a pas démontré une efficacité formidable. Donc ce qui a été lancé il y a quelque temps, qui est apparu comme une idée géniale, est d'une part assez ancienne, et d'autre part on en connaît les défauts maintenant avec le recul. Donc dans l'exécutif et dans la haute administration, il n'y a pas d'accord total, et ça crée probablement un flou au plus haut niveau. Et là, pour le coup, le sondage du JDD indiquant que le gouvernement va sa part de responsabilité élevée dans la grève est probablement frappé au coin du bon sens. Non, mais le problème fondamental, c'est que c'est extrêmement difficile de mener une réforme de ce type, qui est une réforme structurelle, qui est une réforme dont on sait très bien qu'elle est sujette à polémique et à combats politiques et sociaux, après 2 ans et demi de mandat. La difficulté, elle est là, c'est un facteur extrêmement important. 2 ans et demi de mandat, vous avez eu le temps largement d'accumuler un certain nombre d'oppositions, de mécontentements, de ressentiments dans l'opinion publique, qui fragilisent forcément la mise en œuvre d'une réforme de ce type, qui est
une réforme. Il fallait la faire au début ou ne pas la faire. Il fallait vraisemblablement la faire au début, ou en tout cas la faire peut-être plus tôt. Mais en l'occurrence, le timing est extrêmement aujourd'hui contraignant. Surtout, encore une fois, après la crise des Gilets jaunes. Moi, je suis quand même frappé par la communication gouvernementale de ces derniers jours, c'est-à-dire depuis finalement les mobilisations du 5 décembre, qui ont constitué quand même un record de mobilisation, en tout cas au moins récemment. C'est que c'est une communication dont on voit très bien qu'elle traduit malgré tout, encore une fois, une forme d'incertitude au plus haut niveau de l'exécutif. La prestation du Premier ministre sur le perron de Matignon ce vendredi en est une illustration parmi d'autres. On peut d'ailleurs se poser la question de l'intérêt de cette prestation, mais elle montre surtout qu'aujourd'hui la pression est sur l'exécutif, que les syndicats ont réussi leur pari, en tout cas le pari de la mobilisation, le pari de l'inversion du rapport de force qui ne leur était pas favorable depuis 2 ans et demi. Et là, en effet, nous rentrons dans une zone d'incertitude ou de haute turbulence politique, parce que au-delà de la question des retraites, c'est qu'on voit bien que la mobilisation, elle est dopée par d'autres colères. Et donc, ça va bien au-delà de la question des retraites, ce qui est en train de se passer. Oui, pour aller dans le sens d'Arnaud Benedetti, on a vu que la manif de samedi portait également sur la précarité et le chômage. Aujourd'hui, les syndicats ont en fait l'occasion de gagner leur première vraie victoire depuis 1995, depuis presque 20 ans. Donc aujourd'hui, on voit mal comment est-ce qu'ils voudraient la laisser passer. J'aimerais revenir sur la question de la temporalité. Il y a un problème en effet de temporalité par rapport au quinquennat, c'est-à-dire que cette réforme arrive trop tard. Mais il y a 2 autres problèmes de temporalité. Le premier de ces 2 problèmes de temporalité, c'est que d'une certaine façon, d'habitude, lorsqu'on a une mobilisation, c'est juste avant que le projet de loi soit voté. Le projet de loi est déjà au Parlement et donc il y a un clap de fin. Il y a un sifflet final qui est le vote par le Parlement. Il est très difficile de mobiliser après que le projet de loi soit passé et été promulgué. Là, très clairement, avec tout le teasing sur cette réforme depuis 6 mois, avec le fait qu'aujourd'hui elle n'est même pas encore déposée, même pas d'ailleurs connue, donc à partir de là, on a encore une temporalité assez longue, le gouvernement risque en effet un pourrissement. Parce qu'on va avoir au moins 2-3 mois, voire plus, avant que ce texte, quand bien même il soit déposé en fin de semaine ou la semaine prochaine en Conseil des ministres, ce qui est loin d'être acté, il va falloir encore quelques mois avant que ce soit voté. Donc ça veut dire que quand bien même le mouvement s'arrêterait ces prochains jours, ce qui ne semble pas être le cas, ça repartira une fois que l'examen ça peut reprendre parce qu'encore une fois, dès le moment où les syndicats ont de l'espoir et où ça reste dans l'actualité, ça peut reprendre et c'est dangereux. Autre problème de temporalité, c'est qu'on rentre aujourd'hui dans une temporalité électorale. Ce texte va arriver probablement au moment des municipales et également dans la période qui va tendre vers les régionales. Les régionales, premier tour, c'est la proportionnelle. On se compte. Si jamais le gouvernement part affaibli, il part affaibli également pour les présidentielles, parce que les régionales et les départementales vont être 1 an avant les présidentielles. Ce sont des élections avec lesquelles on peut se compter. Et donc, à partir de là, ce sont des élections qui vont donner le tempo de l'échéance 2022. Ça va jouer ces échéances électorales, Guillaume Doyen ? Je pense pas que cette réforme ou les difficultés liées à cette réforme aient un rôle important dans le scrutin qui va arriver. Parce qu'on voit que la base électorale de La République En Marche est fragilisée là-dessus. Je pense qu'elle était déjà tellement étroite qu'il va pas y avoir un mouvement important en ce sens. Il y a une autre chose à laquelle je pense, et pourquoi je vous disais ça, c'est que, en fait, comme ils n'ont pas encore abattu leurs cartes au gouvernement sur cette réforme, ils ont en fait des marges de manœuvre relativement importantes. Et donc, on peut avoir des surprises assez importantes dans les prochaines semaines. En réalité, on ne sait même pas à partir de quelle génération cette réforme serait susceptible de s'appliquer. Mais j'anticipe peut-être sur les questions que vous allez aborder. Non, allez-y. Alex, vous voulez intervenir ? Et justement, sur ce point, les critères sur lesquels le gouvernement va pouvoir jouer pour essayer de faire pencher certains syndicats, il y a cette durée de transition vers un nouveau régime de retraite. Il y a également des revalorisations salariales. Ça va être le cas pour les enseignants. Le gouvernement va aussi pouvoir jouer sur les critères de pénibilité pour certaines catégories. Donc voilà, c'est les variables sur lesquelles le gouvernement est en train de réfléchir. Est-ce qu'elles sont si importantes que ça, finalement, ces marges de manœuvre du gouvernement, comme le dit Guillaume Doyen ? On voit que les syndicats les plus radicaux disent c'est le retrait ou rien.
Elles existent certainement, mais le problème, est-ce qu'elles seront suffisamment lisibles pour que l'opinion publique y adhère et que les syndicats eux-mêmes, en tout cas même les plus réformistes, donnent quitus au gouvernement pour finalement acter un infléchissement? C'est ça le problème. D'abord, on est sur un sujet éminemment technique, qui est quand même sur le plan de la communication, il faut le rappeler, extrêmement compliqué à, disons, rendre pédagogique, même s'il concerne tout le monde. Le problème, si vous voulez, c'est que on a encore une fois un gouvernement qui, c'est le moins qu'on puisse dire, considère de son côté que c'est par une absence de pédagogie que finalement sa réforme, ou en tout cas le sens de sa réforme, la philosophie de sa réforme est mal comprise. Le problème, c'est que c'est pas ça. Le problème, il est d'abord politique. Ce n'est pas un problème de communication. Parce qu'une grande partie de l'opinion publique a très bien compris que, de toute façon, ils allaient vraisemblablement travailler plus longtemps et certainement gagner moins en matière de pension. Donc ça, c'est le sentiment diffus qui s'est quand même aujourd'hui véritablement instauré dans l'opinion publique. Et face à ce type de sentiment, c'est extrêmement difficile de lutter. Oui, si vous voulez, il faut très bien comprendre qu'aujourd'hui, on ne connaît pas les contours de la réforme, mais que l'opinion s'est cristallisée déjà il y a un certain bout de temps. C'est-à-dire que l'opinion s'est positionnée contre la réforme. Dès le mois de juillet, dès le mois d'août, on voit un infléchissement par rapport au soutien de cette réforme, parce qu'on a eu des infographies qui sont parues dans les journaux, on a commencé à avoir des simulateurs, et une grande partie de l'opinion, à tort ou à raison, considère qu'elle va perdre à cette réforme, et qu'à partir de là, les professions qui ont la capacité de se mobiliser font grève pour une grande partie des Français. Arriver à désincruster cette idée-là, qui s'est incrustée depuis plusieurs mois, pour un gouvernement, c'est extrêmement compliqué. Allez, on continuera bien sûr à parler de cette mobilisation tout au long de la semaine dans cette émission. Mais comme tous les jours, vous le savez, on se rend dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller à Rouen retrouver nos partenaires de Paris-Normandie. Bonjour Thierry Rabillet. Merci d'être avec nous, rédacteur en chef de Paris-Normandie. Et vous allez nous parler de la visite de Gérard Larcher dans votre région à la rencontre des maires de Seine-Maritime. Oui, il est venu samedi à l'Assemblée générale des maires de Seine-Maritime. Quand même, Seine-Maritime, pour vous situer un petit peu, quand même 708 communes, 1 200 000 habitants. Donc une population dense et beaucoup de communes. Et on peut dire que Gérard Larcher a réussi un sacré coup de tabac en Seine-Maritime. C'était le meilleur VRP du gouvernement à quelques jours de l'examen de la loi engagement et proximité. Et Gérard Larcher il a fait de la calinothérapie et il a surtout rappelé quand même, il a replacé l'église au milieu du village en disant que cette loi, la paternité, il la revendique carrément au Sénat en disant que cette loi, elle sera forcément bonne pour les maires de France, puisque 80% des propositions ont été retenues par Sébastien Lecornu, qui porte cette loi au gouvernement. Donc c'est un Gérard Larcher qui a redonné confiance aux maires, qui les a regonflés à bloc. Et ceux qui hésitaient à repartir en 2020, les 15 et 22 mars prochains, je pense qu'ils sont repartis de Rouen, le cœur complètement galvanisé. Et je pense qu'au vœu de 2020, en janvier, lorsque les maires qui hésitaient donneront leur position, on va sûrement avoir des gens qui, après ce congrès des maires, ont été regonflés, parce que Gérard Larcher leur a laissé entendre quand même que cette loi engagement et proximité va leur redonner toutes leurs lettres de noblesse. En tout cas, il va leur redonner plus de pouvoir, plus de confiance. C'est le mot qui a beaucoup été dit par Gérard Larcher, le mot confiance. Alors, des maires qu'on sait inquiets, hein. Quelles sont leurs préoccupations à 3 mois des municipales ? Ah oui, quand le préfet Durand a fait l'introduction, bien sûr, là, c'était plutôt un silence de cathédrale dans la salle. Il a rappelé, comme Gérard Larcher, que les 2 derniers mandats présidentiels auraient été quand même des mandats très difficiles pour les maires, entre la baisse des dotations, une marche forcée vers les créations de comités de communes où les maires s'y retrouvent, ont le sentiment d'être complètement dépourvus de pouvoir dans ces grandes communautés de communes. Donc effectivement, il manque de confiance, ces maires-là. Ils ont l'impression de servir à plus grand-chose dans ces interlocuteurs qui sont de plus en plus grandes. Donc dans la loi engagement et proximité, Gérard Larcher leur a promis justement que le maire aura toute sa place dans ces communautés de communes, quelle que soit leur taille. Et surtout, il leur a donné confiance concernant aussi les assurances qui pourront couvrir leurs communes et leurs actes, ainsi que les indemnités qui seront revalorisées. Donc il a parlé quand même de choses plutôt concrètes et qui ont donné le sentiment, en sortant de cette réunion, que les maires ont retrouvé le sourire. En tout cas, ils ne sont pas sortis la mine basse et la tête défaite.
Voilà, confiance, on l'a bien compris, c'était le maître mot de cette réunion. Thierry, on va regarder votre la une de Paris-Normandie aujourd'hui sur Rouen qui renforce ses moyens en matière de sécurité. Ils les ont à l'œil. C'est le titre aujourd'hui à la une de votre journal. Merci beaucoup Thierry d'avoir été avec nous. Merci, à bientôt. Merci, à la semaine prochaine Thierry. Guillaume, un mot sur cette réunion entre Gérard Larcher et les maires. Gérard Larcher qui fait un tour de France, on le sait. Oui, c'est intéressant de voir que Gérard Larcher constitue une espèce de droite locale, mais est-ce qu'il parviendra à en faire un mouvement national? C'était son intention initiale de reconstruire la droite sur cette base. Je ne sais pas si Gérard Larcher y parviendra. En tout cas, il donne confiance au maire, on l'a entendu. Il donne confiance au maire, mais de toute façon, il a le profil pour donner confiance au maire, indéniablement. Mais pour rebondir sur ce que dit Guillaume, c'est vrai que est-ce que la droite se reconstruira par les territoires ? Peut-être, vraisemblablement, elle existe déjà par les territoires. Donc aujourd'hui, elle a ce fond-là qui lui permet quand même de continuer à exister malgré les difficultés de la formation politique, les Républicains. Mais dans une élection nationale, il ne faut pas quand même se tromper. Je pense à l'élection présidentielle, elle ne se joue pas, qu'on le veuille ou non, avec les corps intermédiaires. C'est une illusion de penser que le rôle des maires est absolument essentiel dans une élection de ce type. L'élection présidentielle, ça reste quand même, malgré tout. Et on l'a vu d'ailleurs, parce que sinon Emmanuel Macron n'aurait jamais été élu, compte tenu du faible poids finalement qui était le sien sur le plan territorial. L'élection présidentielle reste quand même, et le général de Gaulle d'ailleurs l'avait imaginé ainsi, la rencontre d'un homme et d'une opinion, d'un homme et d'un peuple. Oui, dans une démocratie qui marche sur l'alternance, quel cas de la Ve République, il faut arriver à incarner l'opposition, si vous voulez. La droite a un atout pour incarner cette opposition. Elle détient une grande partie des collectivités territoriales. Elle détient le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Pour Gérard Larcher, il faut sauver ça. Mais c'est insuffisant, surtout pour un courant politique qui est marqué par le bonapartisme et par le culte du chef, si vous voulez. Fondamentalement, aujourd'hui, la droite... Quand Gérard Larcher dit on va aller chercher des idées sur le terrain, la droite a déjà un programme, et c'est un programme assez étoffé. On a vu que notamment les relais locaux avaient permis de pressentir pour la droite sénatoriale le mouvement des Gilets jaunes. Mais ce qui manque à un parti et ce qui manque à une famille politique comme la droite aujourd'hui, c'est très clairement une incarnation, c'est très clairement un visage qui lui permette de se projeter vers les prochaines échéances. Et ça, aujourd'hui, c'est un manque qui fait l'objet de beaucoup de convoitises, mais également de beaucoup de contradictions au sein de la droite parlementaire. Allez, pour le dernier thème de ce club, on va parler d'écologie, mais l'actualité sociale éclipse la COP25 qui se tient pourtant encore cette semaine à Madrid. On parlait de la mobilisation contre la réforme des retraites. Les mouvements écologistes, eux aussi, continuent leur mobilisation et leurs actions. Et c'est le thème de votre chronique, Alex. Alex, toutes les semaines, vous nous parlez écologie dans les territoires et cette semaine, il est question des trottinettes électriques qui sont sabotées par des militants écolos dans plusieurs villes de France. Et oui, alors ces trottinettes électriques se développent de plus en plus dans nos villes et elles font des mécontents et notamment des militants écologistes puisque, en effet, l'association Extinction Rébellion, qui est connue pour le moment pour des opérations de blocage, eh bien cette association a lancé une grande opération de sabotage des trottinettes électriques dans plusieurs villes de France, notamment pour protester contre l'impact environnemental de ces trottinettes. Alors un sabotage doux, sans violence, puisque les militants ont juste caché le QR code des trottinettes, donc elles sont mises en service, elles n'ont pas dégradé, ils n'ont pas dégradé ces trottinettes. Et ce sabotage a eu lieu au total dans 3 villes de France, avec au total 3600 trottinettes électriques sabotées. Il y en a eu 2020 à Paris, 1500 trottinettes mises en service à Lyon, et puis 90 trottinettes sabotées à Bordeaux. Alors le principal motif, il est écologique. Les militants dénoncent l'impact environnemental de ces 2 roues, car sous couvert d'une image un peu verte, un peu écolo de ces trottinettes, eh bien, quand on regarde bien, on se rend compte que ces trottinettes ont une faible durée de vie, qu'il faut les transporter tous les soirs pour les recharger. Ça coûte de l'énergie. Et puis la fabrication de leur batterie en lithium, eh bien, elle est plutôt destructrice pour l'environnement. Donc le bilan écologique de ces trottinettes n'est pas parfait. Et puis il y a un deuxième argument d'Extinction Rébellion, eh bien, c'est la grève contre la réforme des retraites, puisque les militants considèrent que ces trottinettes sont un peu des briseuses de grève, puisqu'elles constituent une alternative aux transports en commun qui sont actuellement bloqués. Alors avec un tel argument, peut-être que demain, ces militants écologistes vont crever les pneus de nos vélos pour ne pas briser la grève. Voilà. Est-ce que ça pose des questions à Medici sur les nouveaux modes d'action, notamment de ces militants écologistes et autres d'ailleurs ?
Vous savez, l'activisme communicant, c'est quelque chose qui s'est toujours renouvelé dans l'histoire de la communication. C'est, disons, un phénomène qui est assez récurrent. Oui, ça pose des questions parce que, in fine, ça pose des problèmes éthiques, tout simplement. Il ne faut pas hésiter à le dire. Je veux dire, dans quelle mesure des militants se sentent investis d'une mission qui consiste tout simplement à s'en prendre à du matériel. Donc, il faut se poser cette question. On voit que là, en l'occurrence, si c'est la cause des retraites qui l'emporte sur la cause écologique, que le combat n'est pas tout à fait, je veux dire, disons, conforme à l'objectif initial. Ce qui est vrai, c'est qu'en l'occurrence, aujourd'hui, les moyens d'action pour l'activisme, quel qu'il soit, se sont démultipliés, notamment à travers les réseaux sociaux, entre autres, qui permettent à la fois de mobiliser, mais aussi une capacité d'expression qui est une capacité d'expression nouvelle. Donc on est vraisemblablement dans une nouvelle ère de communication politique qui permet justement à des mouvements qui sont des mouvements alternatifs de s'exprimer encore plus facilement que par le passé. Benjamin Morel. Oui, si vous voulez. Alors, je suis d'accord, en même temps, c'est pas si nouveau que ça. C'est-à-dire, depuis les années 70-80, on a des groupes minoritaires qu'on appelait les nouveaux mouvements sociaux qui ont su justement instrumentaliser le symbole. La trottinette est devenue un symbole de la ville du 21e siècle plus un, si vous voulez. Donc, il y a vraiment cette idée de faire le maximum de bruit avec le minimum d'action. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est la rencontre de deux moments politiques et sociaux très différents, vraiment un moment de l'ancien monde, la mobilisation syndicale qui, pour faire parler d'elle, a besoin de mobiliser 800 000 personnes selon la préfecture, et de l'autre, des nouveaux mouvements sociaux qui, peut-être à 10 militants, arrivent à faire parler d'eux en passant de la peinture sur quelques QR codes. On a vraiment deux stratégies de communication, deux mondes qui se rencontrent, et au bout du compte, peut-être même sur une même cause. Un mot sur l'écologie, puisque la COP25 se tient en ce moment à Madrid. Est-ce que l'actualité sociale, cette réforme des retraites, finalement, elle fait passer l'écologie au second plan, alors qu'Emmanuel Macron en avait fait l'un des points forts de l'acte 2 de son quinquennat ? Oui, enfin, vous savez d'ailleurs, entre le social et l'écologie, le débat reste ouvert. On l'a vu lors de la crise des Gilets jaunes. Là, c'est vrai que l'agenda, en l'occurrence l'agenda politique, donne clairement la priorité au social et qu'on a l'impression que la thématique écologique était la thématique qui avait relancé, enfin, en tout cas, qui avait lancé l'acte 2, le fameux acte 2, qui est aussi l'acte 2, quand même, il faut le rappeler, un slogan de communication politique, semble passer au second plan. Mais on verra d'ailleurs, parce que les municipales seront intéressantes de ce point de vue-là, parce qu'on sait très bien que les enjeux environnementaux vont certainement peser lors des municipales. Donc on peut imaginer que justement cet enjeu réapparaisse à l'occasion des élections municipales. Et on regardera tout ça, on parle écologie, on va s'intéresser à la biodiversité. Grâce à nos partenaires des télés locales, on va se rendre en Bretagne. L'Observatoire de l'environnement de Bretagne vient de donner les chiffres clés de la biodiversité dans la région et les résultats ne sont pas bons. Un quart des espèces bretonnes de la flore et de la faune sont menacées de disparition. Le but de cette démarche, c'est de permettre la mise en œuvre de politiques publiques adaptées. On va regarder ensemble ce sujet de nos partenaires de TVRN. Un quart des espèces bretonnes, aussi bien de la faune que de la flore, sont aujourd'hui menacées de disparition. C'est ce que révèle l'Observatoire de l'environnement de Bretagne. Parmi elles, certains oiseaux marins. 65% des 17 espèces pourraient ne plus exister d'ici 10 ans. Qu'est-ce qui s'exerce comme pression majeure en Bretagne? Ce sont les activités humaines qui se traduisent par des milieux naturels qui sont de plus en plus morcelés, de plus en plus fragmentés, et des modes d'occupation du sol, de l'artificialisation qui gagnent. Le document se base sur 40 pôles de la biodiversité, les animaux, mais aussi les territoires sur lesquels ils évoluent. L'objectif, réaliser un état des lieux destiné aux politiques publiques afin que des mesures soient appliquées dans la région. Donc on est d'abord sur une réflexion régionale et il faut être prudent quand on veut zoomer sur un territoire par rapport à ces indicateurs. Parce que souvent il faudra revoir l'indicateur sous un autre angle par rapport à la spécificité d'un territoire. L'étude révèle aussi qu'entre 2012 et 2019, 12 espèces, que ce soit animales ou végétales, ont fait leur rentrée sur cette liste rouge régionale. Voilà pour ce sujet de nos partenaires de TVRN. L'écologie, l'environnement, ce sera justement le thème de nos reportages en région cette semaine. Vous le savez, nous allons à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Toute la semaine, on sera dans Lyon pour parler écologie, biodiversité, initiative verte dans les territoires. Regardez le programme de ce qui vous attend avec Quentin Calmet.
Depuis le 2 décembre, les signataires de l'accord de Paris pour le climat sont réunis à Madrid à l'occasion de la COP25. Avec cette grande conférence pour le climat, les États entendent coordonner leur action dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais on le voit, de plus en plus de citoyens en ont assez des grands discours. Ils demandent des actions concrètes en matière d'environnement. Alors, toutes les semaines, nous irons voir dans le département de l'Yonne ce qui a pu changer ces dernières années. Et tout d'abord sur la question de la biodiversité. On le sait, une espèce sur 8 est en danger de disparition à brève échéance. Alors quel est le constat en France? Y a-t-il un phénomène particulier de la disparition des oiseaux par exemple? Les printemps seront-ils un jour silencieux? Demandent même les associations environnementales. Deuxième reportage sur la question de l'exploitation du bois. On a beaucoup parlé de la question de la forêt amazonienne. Qu'en est-il en France? Dans Lyon, la situation elle est particulièrement tendue entre militants écologistes défavorables à l'exploitation de la forêt et les industriels de la filière bois. On verra la situation dans le parc naturel régional du Morvan. Enfin, dernier reportage sur les initiatives des collectivités locales dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, un des enjeux cruciaux évoqués toute la semaine à Madrid. Et voilà, et tous ces reportages seront donc à suivre, bien sûr, toute la semaine dans Bonjour chez vous. Un dernier mot sur ce thème de l'écologie, Benjamin Morel? Oui, peut-être pour dire qu'aujourd'hui, on envisage de moins en moins l'écologie contre le social. Au contraire, on voit l'écologie comme une façon de relancer à la fois la production et de le lier avec des droits sociaux. C'est notamment l'une des thématiques de la future commission von der Leyen avec le Green New Deal. Et c'est une idée aujourd'hui... Le pacte vert qui sera annoncé mercredi. Voilà, et qui s'impacte réellement beaucoup aujourd'hui dans la gauche américaine, au Parti démocrate, où ça fait partie vraiment des tenants et des aboutissants des programmes qui sont proposés par Warren et Sanders. Donc on voit très clairement aujourd'hui qu'on est dans une nouvelle phase de cette conciliation et que là-dessus, il y a peut-être des choses à faire. Un dernier mot, Guillaume Dayan. Oui, c'est probablement au niveau local que s'incarnent mieux les réalisations visant à faire baisser les émissions à effet de serre, bien plus que dans les grands messes comme la COP25. Et on va tout de suite, pour terminer, regarder ce qu'il y a dans vos journaux régionaux aujourd'hui. C'est avec Alex Poussard. Et Alex, on commence avec l'Est républicain. Oui, alors beaucoup de journaux de la presse régionale aujourd'hui titrent sur la grève contre la réforme des retraites. C'est le cas de l'Est républicain qui parle de bras de fer. Un bras de fer engagé entre, d'un côté, le gouvernement, de l'autre, les opposants à la réforme des retraites. Et le journal de l'Est présente les différents points de concession que pourrait faire le gouvernement dans cette négociation sur lesquels il pourrait jouer. Il pourrait jouer sur la durée de transition vers le nouveau régime, sur les critères de pénibilité, sur des revalorisations salariales pour certaines professions, et puis également sur un levier dont on ne parle pas beaucoup, c'est le fonds de réserve de l'État. C'est une sorte de bas de laine de l'État qui contient les recettes de privatisation des entreprises publiques. Actuellement, ce fonds contient 36 milliards d'euros. Il sera élevé à 150 milliards d'euros dans 10 ans, de quoi régler en quelques minutes ce problème et l'équilibre du régime des retraites. Voilà, la solution est simple. La Nouvelle République, Alex. La Nouvelle République qui revient également sur la semaine de tous les dangers, sur cette grève contre la réforme des retraites, avec un agenda crucial pour Emmanuel Macron et le gouvernement. On va le rappeler, ce midi, un déjeuner de calage entre Emmanuel Macron et sa majorité. Aujourd'hui s'ouvre une dernière consultation des partenaires sociaux. Demain, il y aura une manifestation contre cette réforme et mardi, le Premier ministre va dévoiler les mesures de cette réforme des retraites. En Ouest France, à la une de Ouest France aujourd'hui. Eh bien, Ouest France s'intéresse à un point très important de cette réforme des retraites, c'est l'équité pour les femmes, les inégalités entre les hommes et les femmes. Et ces inégalités, elles sont criantes du point de vue des retraites. Regardez avec cette infographie très intéressante réalisée par Ouest France, des chiffres très précis. En termes de retraite, les femmes perçoivent 42% de moins que les hommes. En moyenne, 1 096 € de pension pour les femmes, 1 777 € pour les hommes. L'écart est immense. Et enfin, pour terminer, le Midi Libre. Et le Midi Libre se démarque en ne titrant pas sur la grève contre la réforme des retraites, mais en titrant sur le procès des Gilets jaunes qui ont, certains Gilets jaunes qui ont incendié le péage de Narbonne Sud il y a 1 an. Leur procès se déroule aujourd'hui et ce procès s'annonce bouillant dans un contexte social, dans un contexte de grogne sociale.
Merci beaucoup Alex pour cette revue des unes de vos journaux régionaux. On va regarder vos unes, messieurs. Arnaud Benedetti, la une de la revue politique et parlementaire sur la science à l'épreuve de la société. La une de la Gazette des communes cette semaine, Guillaume. Logement social, baisser les loyers, c'est possible. On va le voir, dossier à lire cette semaine dans la Gazette. Et puis un portrait du maire de Languette, Guillaume, star de pesticides. Le maire de Languette connu pour avoir été l'un des premiers à prendre un arrêté anti-pesticides. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous dans cette émission. On se retrouve demain. D'abord à 17h30, vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour Allons plus loin. Nous, demain, l'invité politique, ce sera Olivia Grégoire, députée La République En Marche de Paris. On vous attend demain. On vous souhaite une très bonne journée. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.